Quand on est célèbre et qu'on veut devenir encore plus célèbre, on donne une confession à Oprah Winfrey. Diffusée dans le monde entier et vue par des dizaines de millions de spectateurs, l'interview donnée par le prince Harry et Meghan Markle à Oprah Winfrey a généré un gigantesque scandale. L'interview d'Harry et Meghan est diffusée dans le monde entier. C'est un événement sans précédent que doit affronter Buckingham Palace. Meghan et Harry ont atteint un point de non-retour. Quels sont les objectifs de cette grande interview ? C'est une interview très scénarisée, effectivement à l'américaine. On ménage quand même les effets de révélation. Racisme, maltraitance, faux mariage, haine entre belles-sœurs et dépression. Le couple a choisi de tout dire sans aucun filtre. C'est une déflagration nucléaire. Ça fait le buzz et ça fait vendre des accusations de racisme à la famille royale. Il est totalement injuste de pouvoir penser, qualifier les Windsor de racistes. C'est très facile de faire dire n'importe quoi à n'importe qui quand on ne sait pas de qui il s'agit. Le plus grave pour Meghan Markle, c'est qu'elle n'apporte aucune preuve. Problème, une fois passées au scanner, les lourdes accusations du couple princier seraient en fait très éloignées de la réalité. Alors, tissu de mensonges, trucage, notre enquête va vous révéler la face cachée de cette interview et démêler le vrai du faux. Il n'y a absolument rien de sincère dans l'interview d'Oprah Winfrey. Il y a une cascade de mensonges qui, à mon avis, décrédibilise gravement les plaintes, les jérémiades insupportables, cette espèce de torrent nauséabond à l'américaine qui nous est tombé dessus. Finalement, en s'attaquant à la famille royale, Meghan et Harry s'attaquent au peuple britannique tout entier. Réaction de la reine, réaction de Charles, réaction de William. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils nous accusent? Vous découvrirez que si Meghan Markle prend à partie la planète entière, c'est pour se protéger d'un scandale qui pourrait l'éclabousser à tout moment. Il y a eu une série de plaintes dont on ne sait pas si elles vont passer au pénal, mais qui pour le moment sont maintenant examinées par des cabinets d'avocats. Elle tente de ramener un maximum de monde à sa cause, à elle. Meghan Markle n'agit absolument jamais sans un objectif. On se demande parfois si le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry n'était pas finalement dans son plan de carrière. Vous apprendrez comment Oprah Winfrey a organisé de main de maître une interview trop spectaculaire, pour être honnête. La grande gagnante finalement de cette interview, c'est Oprah Winfrey. C'est elle qui a complètement cachetonné, qui a engrangé des millions de dollars avec la diffusion de cette interview. L'affaire est trop belle pour ne pas profiter de cette situation, parce que pour Oprah Winfrey, il y a des millions à faire pour vendre cette interview à toutes les chaînes de télévision dans le monde. Et pour Harry et Meghan, il y a évidemment un fric fou à faire. Qui était précisément visé par les accusations de racisme du couple? Quels sont les enjeux financiers cachés derrière cette interview? Alors que l'époux de la reine, le prince Philippe, vient de mourir, la famille royale est-elle définitivement déchirée? Trahison, mensonges et faux-semblants, voici les toutes dernières révélations sur la tempête qui continue de souffler sur Buckingham Palace. Le 7 mars 2021, la chaîne américaine CBS lâche la bombe médiatique de l'année. L'interview de Meghan Markle et du prince Harry par Oprah Winfrey est une succession de révélations, toutes plus corrosives les unes que les autres. Pour le peuple britannique, l'interview d'Oprah Winfrey a été un choc complet, évidemment pour la famille royale également. Et c'est vrai qu'il y a une forme un peu de sidération. On s'attendait à des révélations, mais certainement pas des révélations aussi brutales, aussi frontales, où d'une certaine manière, plusieurs membres de la famille royale sont directement pris à partie, ou en tout cas mis en cause. Attaquée quasi quotidiennement par la presse anglaise et se sachant menacée d'une enquête interne de Buckingham, Meghan Markle sait qu'elle doit impérativement réagir. L'entretien que le couple a décidé d'accorder à Oprah Winfrey ne peut pas mieux tomber. À la stupéfaction générale, il va se transformer en une véritable attaque en règle de la famille royale. Je regrette d'avoir cru la famille royale quand elle a dit qu'elle me protégerait. J'ai compris qu'ils étaient prêts à mentir pour protéger d'autres membres de la famille. J'ai demandé de l'aide, nous avons demandé de l'aide et nous ne l'avons pas obtenue.
Un porte-parole de Meghan a déclaré que la duchesse est attristée par cette attaque personnelle, particulièrement après avoir été elle-même la cible d'attaques et de harcèlement. Elle s'efforcera sans relâche d'être un exemple et de faire tout ce qui est juste et bon. Meghan est une comédienne. Elle sait jouer des rôles qui en ce moment sont des rôles de martyr, de malheureuse petite fille. Elle se plaint aussi, Meghan, de la course des médias. Mais c'est elle qui l'a provoquée, parce que je peux vous dire, pour avoir couvert le mariage, j'ai vu que c'était extraordinairement raisonné, mais qu'elle allait volontiers vers les tabloïds, vers les caméras. Et c'est à mon avis très malsain. Dans cette guerre d'images, rien n'est laissé au hasard. Harry et Meghan se sont donc choisis une alliée de poids, la reine mondiale du talk-show à la tête d'un empire médiatique et aussi la nouvelle voisine du couple, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est la présentatrice la plus connue du monde. Le Oprah Winfrey Show, c'est un demi-siècle de télévision, c'est le programme télé le plus regardé dans l'histoire de la télé dans le monde. Oprah Winfrey, c'est elle qui a révolutionné le talk show. Il y a un mot en anglais, ça s'appelle l'oprafication. C'est elle qui a introduit l'intimité, le développement personnel à l'intérieur du talk show. Et donc, quand on veut s'installer durablement dans la culture populaire américaine, il faut absolument donner une interview à Oprah Winfrey. Elle a eu toutes les plus grosses interviews avec Michael Jackson, Tom Cruise, et là, elle avait vraiment le gros lot, c'était le jackpot. Il fallait qu'elle ait Meghan et Harry en interview un jour, et elle le demandait depuis 2018. Là, Meghan et Harry sont devenus ses voisins depuis peu, depuis quelques mois, depuis qu'ils se sont installés en Californie, et donc elle a sauté sur l'occasion pour, bien sûr, en faire l'interview du siècle, si je puis dire. Et qui dit interview du siècle, dit forcément obligation de révélation. CBS, Oprah Winfrey et le monde entier doivent en avoir pour leur argent, quitte à s'arranger avec la réalité pour faire le buzz. Alors, Harry et Meghan ne prennent pas de gants et sortent l'artillerie lourde. Première déflagration, le couple aurait été victime du racisme de la famille royale. Durant ma grossesse, il y a eu des questionnements sur la couleur de la peau du bébé, s'il serait plus ou moins noir. On a parlé de ça à Harry et de l'image que ça pourrait donner. Cette accusation gravissime est une attaque sans précédent contre la couronne. Les accusations de racisme, c'est très compliqué parce que la fameuse phrase qui pose problème, à savoir qui demandait quelle serait la couleur de peau du petit Archie, à quel point il serait foncé, en fonction du contexte, elle peut être effectivement très agressive ou elle peut être relativement anodine, comme tout membre d'une famille se demandera est-ce qu'il aura le nez de son papa, les cheveux de sa maman, les yeux de sa grand-mère. Donc ça, c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est très surprenant, cette accusation de racisme. Pourquoi ? Parce que la famille royale, justement, depuis des années, travaille à finalement changer les préjugés, rapprocher les communautés. Le mariage, par exemple, de Harry et Meghan était dans le genre une magnifique manifestation de leur volonté de souder les communautés. Lorsque Meghan Markle décide au cœur de cette interview de parler de racisme, comment ne pas se demander une seule seconde si en effet elle ne sait pas déjà pertinemment qu'en abordant ces questions-là, elle appuie volontairement sur un bouton qui va déclencher une déflagration absolument mondiale, absolument planétaire. Hein. Alors bien sûr, en termes d'image, cette interview d'Harry et Meghan avec Oprah, ça a quand même fait du mal. Hein. Ça a terni l'image de la famille royale. À force de se poser la question de savoir qui peut être raciste au sein de cette famille, qui a pu avoir des propos aussi déplacés. Si Meghan Markle et Harry accusent un membre de la couronne d'avoir proféré des propos racistes, ils refusent catégoriquement de le nommer. Je ne dirai pas qui a tenu ces propos, car cela pourrait être trop dévastateur pour eux. Alors, qui a bien pu tenir de tels propos ? Toute la presse se pose la question de savoir qui aurait tenu ces fameux propos discriminatoires à propos du bébé. Le Mirror, qui en général est particulièrement bien informé, dit qu'il s'agirait d'un homme plus proche du pouvoir que Harry et plus proche de la couronne. Donc vous voyez, l'étau se resserre. Et où on a cet épouvantable jeu de Cluedo aussi,
où on annonce que des propos racistes ont été tenus, mais on ne sait pas par qui, ce qui fait que le soupçon pèse sur quasiment tous les membres de la famille royale. Ça, c'était l'accusation la plus grave. Seules 2 personnes ont été exemptées, le prince Philippe et la reine, où, après l'interview, Harry a expliqué à Oprah Winfrey que ce n'était pas eux qui avaient tenu ces propos, mais tous les autres sont dans le collimateur. Il semblerait qu'il reste en lice le prince Charles et le prince William. Quelque chose me dit que Harry et Meghan, qui aiment les coups de théâtre et qui aiment la sensation, reviendront lors d'une autre interview, pourquoi pas également planétaire, et qu'un jour, ils finiront vraiment, et à mon avis dans pas très longtemps, à nous dire clairement qui aurait tenu ces propos. Problème, la longue histoire de la famille royale ne valide pas exactement la thèse du racisme. Meghan appuie sur le bouton nucléaire pour 2 raisons. La première, c'est que la reine est depuis 1952 le chef du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est 54 pays dont la plupart sont des anciennes colonies britanniques. Donc, s'il y avait eu des accusations de racisme, on en aurait parlé depuis longtemps. D'autre part, la reine a dans son entourage de nombreuses personnes de couleur qui ont épousé quand il s'agit d'hommes, qui ont épousé des femmes blanches. Par exemple, Sir Kenneth Lissow, qui est le premier Lord lieutenant de la reine, est noir, et il a expliqué, lui, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un problème, et que si la famille avait été raciste il y a longtemps, que ça n'existerait plus. Je pense que sur la question du racisme, il faut absolument reconnaître à Meghan qu'elle a été victime, au moment où la relation avec Harry est révélée, d'une campagne de dénigrement et d'agression sans précédent. Rappelez-vous, sur les réseaux sociaux, quand il y avait des gens qui expliquaient que le sang pur de la famille royale britannique allait être corrompu par l'arrivée de Meghan, il y a eu des choses extrêmement graves. Elle a vécu, en termes d'image et de presse, des moments, honnêtement, extrêmement violents. Ça, on peut le comprendre. Donc, quel est un ressenti exacerbé sur ces questions-là? C'est très compréhensible. Si on avait tellement de soucis et tellement de préjugés sur la couleur éventuelle de la peau d'un enfant, pourquoi on a laissé Harry se marier avec Meghan Markle? C'était évidemment pour faire des enfants, et des enfants qui allaient devenir membres à part entière de la famille royale. Donc de poser cette question au moment de la naissance d'un enfant, c'est ridicule, ça ne tient pas debout. Nouveau coup de tonnerre, le 31 mars dernier. Un témoignage inédit vient confirmer la thèse du mensonge. C'est celui de Lady Colin Campbell, la spécialiste numéro 1 de la famille royale. Ces révélations vont faire le tour du monde. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut sortir du rang. Aujourd'hui, c'est un de ces moments. Car je sais qui c'est. Je sais depuis un moment de qui il s'agit. Lady Colin Campbell affirme que les accusations de racisme assénées par Meghan Markle sont imaginaires et qu'elles visent la princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth et tante du prince Harry. La princesse Anne était très inquiète que si le mariage avait bien lieu et qu'il y avait des héritiers, cela allait causer des problèmes immenses. Non pas à cause de la couleur de la peau de Meghan, mais à cause de l'obstination de Meghan. Elle restait incapable de comprendre les différences de culture, incapable de respecter l'institution dans laquelle elle s'apprêtait à entrer et surtout la famille qu'elle allait intégrer. Un mensonge imaginé dans un but très précis. En fabriquant un scandale planétaire, Meghan Markle se vengerait de celle qui l'a vue arriver dans la famille royale avec le plus grand scepticisme. Elle est absolument charmante. Elle s'est organisée pour séduire le prince Charles. Quand elle a rencontré la reine, elle a fait en sorte de la charmer aussi. Elle a réussi avec le prince Charles et avec la reine, mais celle qui l'a vue venir à des kilomètres, ça a été la princesse Anne. Les informations ultra confidentielles de Lady Campbell seront-elles suffisantes pour mettre hors de cause la famille royale? La princesse Anne devra-t-elle sortir de son silence? C'est une course contre la montre qui commence pour sauver l'image de Buckingham. Car après le racisme,
Meghan offre un deuxième scoop à Oprah Winfrey. Malheureuse à la cour, Meghan confie avoir été sur le point de se suicider. Je ne voyais pas de solution. Je ne voulais tout simplement plus vivre. Ses pensées étaient claires, réelles, effrayantes et constantes. J'avais honte de l'admettre, à Harry en particulier. Meghan Markle dit tout de même qu'elle était assise sur les marches de leur résidence de Frogmore Cottage à Londres. Elle était enceinte de 5 mois lorsque, les yeux larmoyants, elle lui a confié qu'il lui arrivait de penser de plus en plus d'attenter à ses jours, puisque, disait-elle, elle n'avait plus la force, elle n'avait plus le courage de se battre dans cet univers dans lequel il vivait. Meghan en a conçu une très grande souffrance en se disant on me laisse en pâture à l'opinion publique, aux tabloïds, aux réseaux sociaux, alors que la famille britannique avait le sentiment que c'était le meilleur moyen d'éteindre le feu et de la protéger que de ne pas réagir. Là, on a un choc culturel et on a un choc générationnel. On a une génération qui est encore à l'œuvre, la génération de la reine, où le quant à soi, la pudeur, le fait de ne pas se livrer personnellement est clé dans le dispositif royal. Et à l'inverse, on a une tradition américaine où, au contraire, il est presque de bon ton de partager ses épreuves de vie. C'est pour ça aussi que cet été, Meghan a révélé qu'elle avait perdu un bébé, ce qui peut, du côté de la famille royale britannique, être très étonnant et quelque chose de naturel parce qu'on considère que ça permet de libérer la parole des femmes. Donc on a vraiment deux camps qui ont une tradition et une culture radicalement opposées et parfaitement incompatibles. Le prince Harry pense que la presse a tué sa mère. C'est une tragédie qui l'a marqué à vie. Mais quand lui, qui devrait savoir, et Meghan, qui vient de Hollywood, disent « Nous n'avons pas été soutenus au palais, on n'a pas fait taire la presse », là, ce qu'ils ont dit pendant l'interview et qui est leur sentiment profond, c'est comment est-ce que vous laissez les gens écrire des choses horribles sur nous. On sait que quand elle était accusée d'avoir créé un incident avec Catherine Middleton juste avant son mariage avec Harry, il a été dit dans la presse britannique qu'elle avait fait pleurer Kate. Elle a dit « Mais pas du tout, c'est elle qui m'a fait pleurer », ce qui est vraiment du niveau du préau d'école. Son burn-out, Meghan l'attribue à la trop grande pression imposée par le protocole royal, dont elle n'aurait jamais été vraiment informée. Nouvelle accusation, personne dans la famille royale ne lui a transmis les codes en vigueur, lui rendant la vie impossible. Une révélation en forme de pétard mouillé, et surtout, une nouvelle zone d'ombre à éclaircir. Quand pendant l'interview, Meghan se permet de dire qu'elle ne savait pas où elle mettait les pieds et qu'elle n'a jamais googlisé son petit ami, on a quand même beaucoup de mal à la croire. Aujourd'hui, on googlise tout le monde. On googlise du restaurant à son plombier. Donc, c'est quand même extrêmement difficile de croire Meghan quand elle dit qu'elle n'a pas googlisé la famille royale, qu'elle ne savait pas où elle mettait les pieds. N'oublions pas qu'en tant qu'actrice, à chaque fois qu'elle préparait un rôle, elle devait se renseigner. C'était justement une technique, une méthode à laquelle elle était habituée. Donc, comment imaginer qu'avant de rencontrer le prince Harry et de poursuivre une histoire avec lui, elle ne se soit pas, là aussi, renseignée sur tout le background, tout l'environnement, la façon dont ça se passe, etc. Et de la même façon, nous faire croire que pour elle, une princesse, c'est uniquement au sens du conte de fées Disney et non pas au sens de la monarchie britannique. Je comprends tout à fait que ce positionnement sur la naïveté de Meghan ait pu vraiment beaucoup agacer les gens. Elle raconte d'ailleurs cette anecdote qui est totalement surprenante, ahurissante même. La voiture qui la véhicule avec le prince Harry, où elle va être présentée à la reine d'Angleterre, s'arrête devant le Royal Lodge, la maison qui abrite Elisabeth II, et Harry l'informe qu'elle va devoir faire une révérence, et en 2 temps 3 mouvements en quelque sorte, il lui dit bah voilà, tu dois faire comme ça, tu dois veiller à avoir le 2-3, tu dois légèrement t'incliner. J'ai vraiment du mal à croire que les choses se sont passées comme ça. À mon avis, on est purement dans un made in USA, dans le côté télé-réalité qu'affectionne beaucoup, à mon avis, Meghan Markle en bonne américaine. On sait que dès l'annonce des fiançailles, Lady Susan Hoysey, qui a été détachée auprès de Meghan Markle par Elisabeth II comme dame d'honneur. La dame d'honneur avait surtout pour mission auprès de Meghan Markle, comme elle l'a eu précédemment auprès de Kate Middleton, le fait de lui apprendre les us et coutumes. Comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on procède quand on est princesse, comment est-ce qu'on descend de voiture, comment est-ce qu'on monte dans une voiture, comment est-ce que l'on saisit le bouquet de fleurs que l'on vous tend, comment est-ce que l'on tend la main, est-ce que l'on tend la main, à qui l'on tend la main, voilà. Donc elle a vraiment bénéficié de ces conseils-là, qu'elle ne vienne pas dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est faux. Ça a été une grosse déception, ça a été une grosse tristesse pour la famille royale de voir ce couple en train de critiquer, pas seulement la presse tabloïde,
C'était la version officielle, la raison officielle pour leur départ. Mais on leur a laissé partir, on leur a tout donné. Et ils arrivent à Los Angeles et qu'est-ce qu'on voit? Ils tirent un boulet rouge, pas seulement sur la presse tabloïde, mais sur la famille royale elle-même. Ils sont des hommes privilégiés et à la fin de la journée, finalement, on n'est pas content et c'est la famille royale qui est responsable de notre malheur. Tirant sur la corde sensible, Meghan Markle fait de son fils Archie la victime d'une double discrimination. Aux réflexions sur sa couleur de peau viendrait s'ajouter la suppression de son titre et donc de toute protection officielle, une version démentie par les observateurs. Quand Meghan dit que c'est pour des raisons raciales, que le petit Archie n'a pas eu le titre de prince et que parce qu'il n'a pas le titre de prince, il n'a pas de sécurité, c'est faux. Il y a une règle qui date de George V et de 1917 qui fait que seuls les petits-enfants du souverain en exercice sont titrés princes. Les petits-enfants du monarque ont le titre de prince, les arrière-petits-enfants du monarque n'en ont pas. Quand la reine mourra et que Charles la remplacera, Archie aura le droit d'être un prince. Pour l'instant, ce n'est pas Charles qui est en exercice, le grand-père de Archie, donc c'est normal qu'il n'ait pas ce titre-là. D'autre part, le titre de prince n'a aucun lien avec le fait d'être protégé H24, 7 jours sur 7, c'est une histoire totalement différente. C'est lié au fait qu'on est en exercice ou pas. À partir du moment où ils ne sont plus des membres de la famille royale en activité, c'est difficile de défendre auprès des contributeurs britanniques, de leur dire on va payer 2 millions de livres sterling d'argent public pour protéger des membres qui ont repris leur statut privé de la famille royale. Et c'est encore moins défendable à partir du moment où ils s'installent sur le territoire américain, où en aucun cas des employés de la sécurité officielle britannique peuvent assumer cette fonction sur un territoire étranger. Ça devient totalement impossible. Meghan a persuadé Harry, parce qu'encore elle vient de Hollywood où tout le monde a de la sécurité, sinon on est vraiment quelqu'un de deuxième zone. C'est un signe extérieur de réussite. Qu'il fallait qu'on continue à lui payer une sécurité policière. Cette sécurité policière qu'ils veulent de manière permanente en disant que leur fils est menacé par les horribles racistes. Et il n'était certainement pas dans la famille royale, mais qu'il y ait eu des réactions racistes, c'est à l'honneur de personne, et on peut concevoir qu'ils aient été choqués. Donc ils disent, il nous faut une sécurité pendant tout le temps. Donc on estime le coût total de leur sécurité, surtout s'il s'agit aussi de surveiller le périmètre d'une maison qui a énormément de terrain. Ça veut dire qu'il faut suffisamment de gens pour que ça coûte 4 millions de dollars par an. Vous voyez à quel point ils ont besoin d'argent, les malheureux. Au milieu de ce tir de barrage contre Buckingham, le couple princier va aussi faire une révélation étonnante à propos de son mariage. 3 jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés. Personne ne le sait. Nous avons dit à l'archevêque, ce grand événement, c'est pour le monde. Nous voulons un moment rien qu'à nous. Nous avons prononcé des vœux dans notre jardin, juste nous 3. Cette anecdote, d'abord passée un peu inaperçue, est finalement examinée au scanner par les médias anglais, quelques jours après la diffusion de l'interview. Ce n'est absolument pas possible que Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, aura accepté de venir marier Harry et Meghan 3 jours avant le mariage et de les remarier 3 jours plus tard. L'Église anglicane ne le permet pas. On ne peut pas se marier 2 fois. Donc, soit on fait la cérémonie 3 jours auparavant et c'est fait, ou soit on le fait le jour J et c'est fait, mais on ne va pas le faire 2 fois. Et la deuxième chose qui cloche dans cette histoire, c'est que s'ils étaient mariés 3 jours auparavant, il faut quand même des témoins. Parce que les témoins sont légalement demandés pour signer le registre. La presse anglaise se procure le registre. Le mariage a bien eu lieu à Windsor et pas avant. Donc en fait, ce que raconte Meghan, c'est faux. Je ne sais pas si elle a menti sur plein d'autres choses, mais ça renforce pas le sentiment que c'est quelqu'un qui raconte toujours la vérité. Elle arrange peut-être la vérité autour de ce qu'elle veut dire. La version du couple est battue en brèche. Les Sussex n'ont d'autre choix que de publier un communiqué de rectification pour calmer la presse. Le couple a échangé des vœux dans la plus stricte intimité, quelques jours avant le mariage légal et officiel du 19 mai 2018. Il n'y a donc pas eu de mariage anticipé, une nouvelle approximation qui a le mérite de créer le buzz. De ce côté-là,
L'interview donnée par le couple coche toutes les cases. Pour s'attacher l'exclusivité de l'interview, la chaîne CBS a versé à Oprah Winfrey la somme record de 9 millions de dollars. Un investissement instantanément rentabilisé. Dès l'annonce de la diffusion, la machine s'emballe, le prix des écrans publicitaires flambe. Les arrêts de publicité, ils étaient vendus 400 000 $ les 20 secondes ou les 30 secondes, suivant le moment dans l'émission, le début ou la fin, suivant le moment où ils étaient diffusés. Oprah Winfrey a sa boîte de production, Harpo, et CBS a gagné environ 20 millions de dollars, donc c'était une excellente affaire. Pour ne pas brouiller son image, le couple fait immédiatement savoir qu'il ne touchera rien sur le deal passé entre CBS et Oprah Winfrey. Meghan est très claire pendant l'interview. Elle dit que non, elle n'a pas touché un centime pour cette interview avec Oprah. En revanche, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des contrats à venir qui ont été négociés à l'aune de cette grande interview, si ça n'a pas aidé à délier quelques liens ou futurs partenariats. Donc, c'est peut-être pas une rémunération sonnante et trébuchante pour cette interview-là, mais évidemment qu'il y a aussi des choses auxquelles ils ont pensé pour la suite. Signer quelque chose avec Oprah, c'est aussi mettre le doigt dans un mécanisme aux États-Unis qui est de l'ordre le haut du panier. Les retombées financières de l'interview, ils vont être considérables et en quelque sorte passer chez Oprah Winfrey, c'est l'assurance d'être bankable et d'être bankable pendant des années. Que vous soyez par exemple un auteur, vous savez que vos livres vont se vendre pendant des années. Et là, la moindre interview, la moindre conférence, le moindre contrat que vont passer ce couple, eh bien, on sait que les sommes, elles vont être décuplées. L'objectif financier du couple n'est pas immédiat. L'interview doit mondialement installer la marque Meghan et Harry, une marque qui intéresse de très près une certaine Oprah Winfrey. Lorsque l'on creuse un peu, qu'est-ce que l'on s'aperçoit? Que l'actionnaire majoritaire, en gros, de Apple TV, entre autres, est une certaine Oprah Winfrey. C'est quand même étrange que Oprah Winfrey donc, vient de vendre cette interview 9 millions de dollars. Comment ne pas voir en quelque sorte le serpent qui se mord lui-même la queue, puisque c'est grâce à Oprah Winfrey qu'ils ont décroché un énorme contrat avec Apple TV. Et on parle de dizaines de millions de dollars. Ce 7 mars, on assiste donc à un show entièrement à l'américaine. C'est 100% communication et 0% information. Oprah Winfrey est la spécialiste de la conversation-confession, mais pas de l'investigation. La reine du talk fait le show. On est totalement dans une interview spectacle, mais il fallait absolument pas s'attendre à autre chose de la part de la queen du talk show. On n'est pas sur de l'information, on est sur du divertissement. C'est véritablement une question de genre. Harry et Meghan n'ont pas souhaité se confier à un journaliste politique. Ils ont choisi de se confier à Oprah Winfrey, qui est la confidente des stars à Hollywood. Le couple ne sera jamais poussé dans ses retranchements, ni jamais confronté aux sujets polémiques, comme les accusations de harcèlement qui pèsent sur Meghan. On est à Hollywood, on n'est pas à Washington. À Washington, on lui serait rentré dans le chou sur ça, évidemment. En Grande-Bretagne, il y a 2 ou 3 grands intervieweurs qui l'auraient découpé en lamelles sur ce genre de choses. Mais il était évident que jamais elle aurait accepté. Et que là, il est évident que l'interview, ça s'est passé exactement comme à Hollywood. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de poser cette question. Et vraiment, on vous dit, vous ne pouvez pas lui dire ça, vous ne pouvez pas lui dire ça, vous ne pouvez pas lui dire ça. Finalement, cette interview, elle ressemble à une conversation entre 2 amis. Il ne faut pas oublier que Oprah Winfrey est une amie, en tout cas une voisine de Meghan et Harry. Elles sont toutes les deux sur 2 fauteuils et elles discutent. Oprah n'est pas là pour piquer Meghan Markle, elle n'est pas là pour lui poser des questions qui font mal. Elle est là finalement pour recueillir quelques révélations, quelques confidences. À aucun moment, Oprah ne lui pose des questions, par exemple, concernant son père, Thomas, avec qui elle n'a plus de relation du tout, concernant sa sœur, Samantha, qui vient quand même de sortir, justement, à quelques jours près, le journal de la sœur d'une princesse arriviste. Rien que le titre, quand même, est déjà quand même très, très polémique et très parlant. Donc, Meghan Markle est très forte pour voir, en quelque sorte, tout ce qui n'a pas été du côté Windsor et du côté Harry, mais à aucun moment ne fait référence à sa propre famille qui est quand même très très particulière. Oprah Winfrey, et c'est ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir une ligne éditoriale très très claire.
elle est très clairement à charge contre la famille royale. Elle sait que son interview, eh bien, on va en parler à travers le monde parce que c'est pas de la demi-mesure, c'est pas de la réponse de Normand. Oprah Winfrey, elle prend fait et cause pour le couple, fait et cause pour Meghan Markle. Alors, libre à ceux qui voudront critiquer, mais Oprah Winfrey, elle a très clairement choisi son camp. Malgré ces mensonges avérés, Harry, Meghan et Oprah Winfrey ont atteint leur cible. Leur grande messe médiatique va réussir à ébranler la famille royale jusque dans ses fondations les plus profondes et bien au-delà de leurs espérances. Si le grand public découvre médusé cet entretien, il était attendu et redouté par toute la famille royale britannique depuis plus d'1 an. Et plus exactement, depuis l'installation de Meghan et Harry aux États-Unis. Je dirais que cette interview, c'était un gros coup de com' pour Harry et Meghan. C'est un gros coup de com' dont ils avaient besoin parce qu'ils sont installés aux États-Unis. Ils n'ont plus de revenus qui viennent de la Grande-Bretagne, ou très peu. Ils ont besoin de faire de l'argent, ils ont besoin de se faire connaître. Le temps est compté. Cette interview avec Oprah Winfrey, c'était un règlement de compte qui était obligatoire. Il fallait à un moment éclaircir une situation qui, depuis 1 an, s'était envenimée. Une clarification qui prend la forme d'un nouvel épisode de la guerre que se livrent à distance le couple princier et la couronne britannique, et dont le timing ne doit bien sûr strictement rien au hasard. L'interview d'Harry et Meghan est sans conteste quelque chose de très réfléchi. Il est interpellant de constater que cette interview va être dealée, cet accord va avoir lieu au lendemain du 18 février 2021. Alors pourquoi le 18 février 2021? C'est une date clé. C'est la date butoir en quelque sorte qu'avait donnée Elisabeth II puisqu'elle leur avait accordé 1 an de réflexion pour prendre vraiment le temps de la réflexion. Les 1 an se sont écoulés, on est arrivé au 18 février. Le couple a choisi d'annoncer à la reine qu'il ne souhaitait pas du tout revenir en Angleterre. Espérant déstabiliser Buckingham, c'est seulement quelques jours avant d'enregistrer leur interview que Meghan et Harry informent la reine que les États-Unis sont définitivement leur nouvelle patrie. Là encore, pas de place à l'improvisation. La communication du couple est maintenant gérée de façon militaire. Harry et Meghan se sont entourés de dizaines de spin doctors pour préparer cette interview. D'ailleurs, ils l'ont certainement préparée en regardant d'autres interviews, notamment celle de Diana, celle de 1995, celle que Diana avait donnée à la BBC dans Panorama. On sent qu'ils ont vraiment regardé cette interview, qu'ils s'en sont inspirés, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les positions, les regards. Donc, bien sûr que cette interview est une mise en scène. Harry et Meghan sont rentrés dans ce processus hollywoodien qui fait que tout devient spectacle. Et la moindre interview, la moindre révélation est un spectacle en soi. Ce jardin très verdoyant, apaisant, les vêtements aussi, c'était pas fait au hasard. Tout était très bien choisi pour créer une ambiance de paix retrouvée pour Harry et Meghan après cette épreuve tellement épouvantable qu'ils avaient vécue à Londres. Entre Hollywood et la couronne d'Angleterre, les usages et l'étiquette sont diamétralement opposés. Un domaine que connaît intimement Jean Descartes, historien et biographe de la reine Elisabeth. Cette façon de se plaindre en étant géniarde comme ça, à mon avis, c'est la plus mauvaise carte qu'elle puisse jouer, avec un mari qui a l'air très éteint, dont la tenue elle-même était assez peu convenable, les chaussettes courtes et le mollet apparent, ça a été noté, pas dans le bon sens. Le marketing hollywoodien entre en action. Des fuites sont savamment orchestrées pour faire monter la pression. La duchesse de Sussex déclare ne pas avoir peur de tout dire dans l'interview qu'elle va donner avec Harry à Oprah Winfrey. Nous avons déjà tant perdu dans nos relations avec la couronne. Un deuxième extrait de cette très attendue interview a été dévoilé aujourd'hui. Dans cet extrait, Meghan affirme qu'on ne pourrait pas attendre d'elle qu'elle reste silencieuse si, je cite, « la famille royale continue à diffuser activement des mensonges concernant son couple ». Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, Buckingham Palace s'apprête aussi à tirer des cartouches qui pourraient atteindre Meghan Markle en plein cœur.
L'interview a été enregistrée avant que le palais de Buckingham ne démarre une enquête interne au sujet des accusations de harcèlement de Meghan contre des membres de son équipe. La duchesse n'a pas laissé que de bons souvenirs outre-Manche. Meghan a choqué pour beaucoup de raisons, parce qu'elle traite mal les gens qui travaillent pour elle. Et que ça ne se fait pas dans la famille royale britannique et ça ne se fait pas dans l'aristocratie britannique. Il y a eu des caprices, il y a eu des gens qu'on faisait travailler le soir, il y a eu un voyage d'État où ils représentaient la monarchie britannique et où Meghan était invitée à toutes sortes de choses et en particulier à ouvrir une kermesse. Et elle a dit « Je vais vous faire mon célèbre gâteau à la banane ». Et moyennant quoi, elle a demandé aux employés de le refaire jusqu'à tard dans la nuit parce qu'elle disait « C'est pas ça, refaites-le entièrement ». Des plaintes pour harcèlement sont évoquées, des mails confidentiels d'employés remontent à la surface. Ils sont unanimes quant au comportement de l'épouse du prince Harry. Une enquête interne est ouverte. Je suis très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu harceler 2 assistants personnels l'an passé au point de les faire quitter leur poste. La manière dont elle a traité X était complètement inacceptable. Un scandale en puissance qui risque bien de se terminer devant les juges. Autre vilaine ombre au tableau, Meghan Markle est au cœur d'un imbroglio diplomatique avec l'Arabie Saoudite. Elle a porté des bijoux offerts par Mohammed Ben Salman, le dirigeant du pays. Ces boucles d'oreilles donc, de Mohammed bin Salman étaient portées très peu de temps après la mort du journaliste Khashoggi qui était tué dans l'ambassade d'Arabie Saoudite lors d'une demande de papier officiel pour se marier. Son corps a été coupé en morceaux. La presse anglaise relaie immédiatement l'affaire et ne fait pas dans la dentelle. Meghan Markle s'est bel et bien fait offrir des bijoux par un dirigeant ultra-autoritaire qui aurait commandité un assassinat. La réponse de Meghan Markle, je ne savais pas de toute manière, ces boucles d'oreilles, c'était des boucles d'oreilles qui étaient prêtées ou empruntées. En fait, c'est faux. C'était des boucles d'oreilles qui lui étaient données et elle a choisi de les porter. Ça laisse un doute, et là où ça laisse un doute, ça laisse un mauvais goût. Lourd soupçon de harcèlement et amitié politique plus que douteuse, Meghan Markle sait parfaitement que son image est fragile. Alors, la meilleure défense reste l'attaque. En rassemblant près de 17 millions de spectateurs aux États-Unis et 11 millions en Angleterre, l'interview de Meghan et Harry devient un phénomène planétaire auquel absolument personne n'échappe. Contre toute attente, dès le lendemain de la diffusion, la Maison-Blanche apporte son soutien au couple dans les limites de ce que lui autorisent les règles diplomatiques. Bien évidemment, nous sommes très nombreux à l'avoir vu. Beaucoup d'Américains spectateurs ont vu cet entretien dans le monde entier. Meghan Markle est une citoyenne libre de parole, tout comme Harry l'est désormais. Parler de ses propres combats, évoquer des questions de santé mentale et relater son histoire personnelle demande pour toute personne du courage. C'est quelque chose dont le président a parlé, dont il est conscient et pour laquelle il croit que nous devons tous nous investir dans le futur, tout comme le couple qui a décidé de le faire à titre personnel. Nous ne ferons donc pas d'autres commentaires au nom du président. Cependant, ils sont tous les deux désormais des citoyens privés. Le fait que l'attaché de presse de Joe Biden doive s'exprimer sur l'interview avec Oprah Winfrey, eh bien, ça paraît complètement surréaliste. D'autant plus que Joe Biden ne s'est pas exprimé sur l'impeachment de Donald Trump. On a l'impression que vraiment, c'est le détail qui devient l'essentiel. Sauf que ce n'est pas du détail. On parle d'une femme, Meghan Markle, dont certains disent qu'elle pourrait être candidate à l'élection présidentielle de 2024. Mais c'est évidemment en Angleterre que l'onde de choc est la plus forte. Entre sidération, incompréhension, indulgence et colère, les propos du couple n'ont laissé personne indifférent. Je trouve que c'est une honte qu'ils aient fait ça. C'est un sujet trop personnel et c'est normal. N'importe quelle famille aurait été furieuse que ça sorte de cette façon. Je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé la famille royale. Mais avec cette interview, je les aime encore moins. Je suis désormais plus du côté de Meghan et Harry qu'auparavant. Ils sont des êtres humains, donc ils choisissent leur vie en pleine conscience, ils doivent être libres de décider. Et comme ils n'avaient pas cette liberté dans le système dans lequel ils vivaient, et bien maintenant, s'ils sont heureux, je suis heureux pour eux.
Le Daily Telegraph, au lendemain de l'interview, titre « Il y aurait fallu des gilets pare-balles à Buckingham Palace pour affronter les obus qu'ils ont reçus ». Il n'y a rien d'exagéré. On peut vraiment parler d'obus. Quelques heures après la diffusion de l'interview, Piers Morgan, animateur suivi par des millions d'Anglais, dans son émission Good Morning Britain, sort de ses gonds en direct et charge violemment le couple princier. C'est complètement fou, dans un pays où la famille royale reste la ligne jaune à ne pas franchir. Ces 2 heures de gémissements nauséabonds de Meghan et Harry, c'était honteux. C'était destiné à porter atteinte à la famille royale, à la monarchie et à la reine elle-même. Je comprends que vous n'aimez pas Meghan Markle. Vous n'avez eu de cesse de le faire savoir sans arrêt, et là vous continuez à l'insulter. C'est bon, ça suffit, Ah non, j'en ai non, assez. c'est trop facile, là. C'est trop facile de partir. Non, vous ne m'insulterez pas. Quelques heures après cette sortie de Piers Morgan, la chaîne ITV décide de congédier son animateur star. L'Angleterre est bien en train de traverser une violente zone de turbulence. Les premiers sondages d'opinion réalisés après l'interview sont sans appel pour Harry et Meghan. Leur popularité s'effondre. Ça n'amuse pas une partie des Britanniques, puisque la cote de Harry et Meghan est descendue au plus bas, avec maintenant plus d'opinions défavorables au sujet de Harry que d'opinions favorables. Ça lui était jamais arrivé, et tout le monde le trouvait très sympathique et avait eu pitié de lui quand il était enfant et orphelin. Il est passé, je crois que c'est 48% d'opinions défavorables et 45% d'opinions favorables. Meghan, c'est 30% d'opinions favorables, et le reste du royaume prouve qu'elle est très bien là-bas en Californie. Le prince Charles a un peu baissé, pas trop, mais un petit peu, et la reine est toujours à 80% parce que c'est la reine. Nouveau coup de théâtre, 36 heures après la diffusion de l'interview aux États-Unis, Buckingham Palace publie un communiqué en réaction aux accusations d'Harry et Meghan. L'ensemble de la famille est attristé d'apprendre que les dernières années ont été particulièrement difficiles pour Harry et Meghan. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres aimés de la famille. Seulement une dizaine de lignes derrière lesquelles on reconnaît toute la subtilité et l'art du sous-entendu de la reine Elisabeth. Pas d'effusion, pas de sentimentalisme. La reine prend acte avec toute la hauteur qui la caractérise. La famille royale en a vu d'autres, et tant que la reine est là pour maintenir le bateau, ce n'est jamais qu'une égratignure de plus, mais la reine va continuer à faire comme elle l'a toujours fait. Keep calm and carry on, on regarde devant, on avance et on continue. Cette interview chez Oprah Winfrey a fait du bruit, mais rapidement, la reine a réussi à tout stopper, à stopper le scandale, à stopper la tempête, avec un simple petit communiqué. La reine a toujours écouté un conseil que lui donne le prince Philippe. Quand il y a une tempête, il faut fermer les écoutilles et laisser la tempête passer. Et c'est ce qu'elle a fait, là. Le communiqué de la reine après la crise de l'interview devrait être étudié dans toutes les écoles de communication de crise, parce que chaque mot est pesé. Quand elle dit « les souvenirs peuvent varier », c'est évident que dans le ressenti des Cambridge et dans la position qu'ils tiennent, il y a des arguments contre leurs allégations. C'est évident que la famille royale, elle vit entièrement sur « don't complain, don't explain », c'est de « ne vous plaignez pas et ne donnez aucune excuse ». Et que longtemps, l'attitude de la famille royale a été de ne jamais répondre à quelques déclarations dans la presse ou quelques révélations ou quoi que ce soit. Il a fallu 48 heures pour que la reine réponde à l'interview de Oprah Winfrey par un communiqué sibyllin de 66 mots, en disant une partie du communiqué, c'était « ces accusations sont sérieuses, les souvenirs que les gens en ont peuvent être variables, peut-être variables, ce qui voulait dire une bonne partie, on s'en souvient pas du tout parce qu'on pense pas que c'est vrai. Mais en fait, tout ça était extrêmement poli, diplomatique, tiré au cordeau. Signe que nous sommes bien dans une séquence inédite de l'histoire de la famille royale. C'est en rupture du protocole que le prince William sort de sa réserve après le communiqué de Buckingham. Là encore, quelques mots qui tombent comme une sentence pour remettre les pendules à l'heure. Avez-vous parlé à votre frère depuis cette interview? Je ne l'ai pas encore fait, mais oui, je vais le faire. La famille royale est-elle raciste? Nous sommes tous sauf une famille raciste. Ça veut donc dire, à travers ces quelques mots, que William est profondément blessé. On s'en doute, on le sait, on le devine aisément, mais ça veut dire aussi, je pense, qu'il se positionne déjà comme futur chef de famille qui va veiller aussi dans la lignée d'Élisabeth II et de son frère à garder en quelque sorte un peu l'église au milieu du village. J'imagine que lorsque le prince William a vu l'intégralité des images de cette interview, il a dû être particulièrement refroidi, choqué.
et certainement aussi très triste de voir là où en était aujourd'hui la relation avec son frère dont il a été incroyablement proche pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, ils ne pourraient pas être plus éloignés l'un de l'autre, que ce soit dans leur façon de vivre ou même dans leur façon d'envisager l'avenir. Et pourtant, ils restent une famille et il y aura certainement des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, qui les amèneront à se rapprocher et pourquoi pas à renouer des liens, évidemment. Si l'on imagine un William heurté par les propos de son frère et de sa belle-sœur, certains journaux anglais rapportent que c'est le prince Charles qui a le plus souffert de cette interview. Devant le monde entier, Harry a expliqué qu'entre son père et lui, rien ne va plus. Quand Harry dit que son père ne prend plus ses appels, d'abord son père a pris certains appels. Une partie des appels étaient des appels qui disaient « nous avons besoin d'argent » parce que c'est une chose de signer les contrats et c'est une autre chose de voir arriver l'argent qui va avec, d'une part, et leur train de vie est énorme. Une révélation incendiaire qui place à double titre le futur roi d'Angleterre dans une position très inconfortable pour les années à venir. Je pense que pour le prince Charles, c'est un véritable coup de tonnerre parce que finalement, cette désertion de la part de l'un des couples les plus populaires de la famille royale, un des couples qui en plus marchait le mieux, si je puis dire, auprès de la jeune génération, c'était un capital sympathie assuré, c'était une modernisation de l'institution. Et Charles se retrouve aujourd'hui avec cette position particulièrement délicate de celui qui vient après la reine Elisabeth, qui elle, évidemment, est intouchable, qui a traversé les décennies avec tout le panache qu'on lui connaît, et qui, elle, bénéficie de l'amour de son peuple. Il n'en va pas de même pour le prince Charles. Et le fait de ne pas pouvoir s'appuyer à l'avenir sur ce couple qui est multiracial, qui est moderne, qui est jeune, que sont Harry et Meghan, ça va être particulièrement compliqué de redresser la barre, mais aussi de continuer à faire rayonner la famille royale, aussi en termes de glamour. Harry et Meghan d'un côté, le reste de la famille royale de l'autre, et entre les deux, un fossé qui ne cesse de grandir. Personne n'aurait jamais parié sur un scénario aussi invraisemblable. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi un conte de fées moderne est devenu le pire cauchemar des Windsor? Pour le monde entier, Harry est ce petit garçon de 13 ans qui marche derrière le cercueil de sa mère. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Le 6 septembre 1997, quelque chose se brise entre le jeune prince et la couronne britannique qui choisit de le mettre sous le feu des projecteurs alors qu'il est rongé par le chagrin. Contrairement à son frère William, Harry ne réussira jamais à faire le deuil de sa mère. Mais c'est justement un William apaisé par la famille qu'il a fondée qui va l'aider à gérer cette douleur omniprésente. William a toujours été là pour Harry. Il a toujours été un soutien pour Harry qui a eu une adolescence quand même assez troublée, agitée, difficile, une adolescence assez noire. Je me disais tout le temps, à quoi bon parler de tout ça? Ça ne sert à rien, ça me rend triste, cela ne la fera pas revenir. Mais penser comme ça crée des dommages immenses. Vous m'avez dit, faut s'asseoir, en parler, évoquer les souvenirs, mais pour moi, c'était non, je ne veux pas y penser. Ce jeune homme blessé, au plus profond de son être par la perte de sa mère, va développer une personnalité hors norme et terriblement attachante. Cela va faire de lui le chouchou des Britanniques qui s'amusent de toutes ses frasques et lui pardonnent ses sorties de route. Comme les bagarres, l'alcool et les fautes de goût très limites. Même sa grand-mère, la reine Elisabeth, a du mal à cacher l'affection toute particulière qu'elle porte à ce prince, un peu rebelle. Mais sa popularité, Harry la paye cash. Les photographes le traquent 24 heures sur 24, au point de créer chez lui un grave traumatisme. La présence de paparazzi devient une angoisse permanente. Harry est terrifié, il l'a confié. Harry, quand il entend les flashs des photographes, il a une boule d'angoisse qui vient parce que ce qu'il imagine, c'est les flashs des derniers moments de sa mère se percutant sous le tunnel de l'Adma avec
les photographes qui continuent à photographier. Donc c'est totalement traumatique. Harry, c'est un sentimental, c'est un gamin paumé qui avait des démons et qui les a chassés difficilement. Donc le lien entre Harry et William, il est là depuis la fin des années 90. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Harry en a eu un peu marre de William. Je pense qu'Harry en a eu marre d'être le deuxième. Être relégué à la deuxième place sans rien pouvoir y faire est une souffrance supplémentaire pour le prince qui doit coûte que coûte trouver sa place. Le problème aujourd'hui, c'est que quelle est la relation entre Harry et William? Est-ce qu'ils sont juste frères? Est-ce qu'ils sont le frère et le patron? Parce que c'est William qui va être le futur roi d'Angleterre, qui va succéder à son propre père. C'est donc dans ce contexte délicat qu'Harry décide de présenter à son frère celle pour qui il a eu un coup de cœur absolu. Elle est américaine, comédienne et féministe engagée. Je suis fière d'être une femme et d'être une féministe. Harry est pressé, il veut montrer à sa famille qu'il a trouvé la femme de sa vie. Mais cette précipitation, c'est précisément ce qui inquiète William. Il se dit, cette fille qui arrive, qui a une vie déjà bien établie, qui est comédienne, qui est connue, qui est métisse, qui est divorcée, qui est quand même assez énergique, qui ne se laisse pas faire. Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour Harry, qui est quelqu'un d'assez insécure, qui a besoin de se sentir en sécurité? Est-ce que c'est avec Meghan que cette affaire va marcher? William est sceptique. Le profil de Meghan pose beaucoup de questions. C'est une petite phrase de William en apparence des plus anodines qui va faire exploser Harry et créer un fossé entre les frères. Un jour, Harry, qui se confie beaucoup à William, lui a dit qu'il voulait épouser Meghan. Et William lui a répondu « Est-ce que tu es sûr de vouloir épouser cette fille ?» Au moment où le prince William dit à son frère « Est-ce que tu es vraiment sûr avec cette fille ?» Le prince Harry l'a extrêmement mal pris. Pour lui, cette fille, c'était tout le snobisme de William qui était cristallisé dans cette fille assez distante. Donc en fait, c'est cette réflexion du prince William qui lui a dit « Prends ton temps avec cette fille, tu ne la connais pas bien, on ne sait pas ce que ça va donner. » Ça a vraiment mis le feu aux poudres. Depuis ce jour, les relations avec William se sont nettement refroidies. Une guerre souterraine s'est même déclarée. Le prince William, ben voilà, pour lui, cette fille, justement, n'est ni noble, ni anglaise, ni assez bien élevée, parce qu'élevée à l'américaine. Pour ne rien arranger, rien ne se passe comme prévu entre les deux futures belles-sœurs. C'est en voulant apaiser les tensions entre Harry et William que Kate Middleton va mettre le feu aux poudres en invitant la future épouse du prince Harry. Elle va recevoir Meghan Markle avec, disons, beaucoup moins de spontanéité. On est dans un salon sur lequel la jeune femme, Meghan, donc remarque les toiles de maître qui sont accrochées au mur. Elle n'est pas seule, on dit que quelques mètres plus loin, il y a une de ses assistantes qui tient un dossier également sur lequel sera inscrit son nom. On apprend donc que Kate a constitué un dossier compilant toutes sortes d'informations à propos de Meghan. La rencontre se déroule dans un climat polaire. Il semble que Kate, quand même, ait été un peu snob, un peu hautaine, un peu bien british et bien pincée. Ce meeting est un fiasco. Jamais plus les deux jeunes femmes ne se reverront en tête-à-tête en privé. Elle a mis une distance phénoménale entre elle et Meghan. Kate se méfie. Elle se méfie de tout et de tout le monde. On a vraiment l'impression pour Meghan Markle, c'est ce qu'elle dira, de passer en quelque sorte un entretien d'embauche. Alors que son mariage est annoncé, le prince Harry est face à un terrible constat d'échec. Il lui est impossible de trouver la sérénité au sein de sa famille. « 8 janvier 2020, l'Angleterre est en état de choc après la diffusion d'un communiqué officiel. Une annonce royale qui va secouer le Royaume-Uni et les fans du duc et de la duchesse de Sussex. Le prince Harry et Meghan Markle annoncent qu'ils ont décidé de quitter la famille royale. À peine 1 an et demi après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle annoncent qu'ils coupent les ponts avec la famille royale et qu'ils quittent l'Angleterre.
C'est un truc de fou, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. C'est littéralement la première fois dans l'histoire que ça se passe. La presse d'ailleurs n'hésitera pas à dire c'est une gifle imposée à la reine. Pour la reine Elisabeth, le choc est d'une violence inouïe. Harry et Meghan disent clairement ne plus supporter la pression imposée par leur statut de membre de la famille royale. Pire, Elisabeth II voit s'éloigner ce petit-fils, pour lequel elle a toujours eu une tendresse particulière, et qui dit aujourd'hui se sentir comme un étranger dans sa propre famille. Ils se sentent très victimes, ils ont le sentiment d'avoir été maltraités par la presse, maltraités par la famille, maltraités par la société. Bien décidés à atomiser le protocole royal, c'est sur Instagram qu'Harry et Meghan annoncent qu'ils vont quitter leurs fonctions officielles et partir vivre une bonne partie de l'année à l'étranger, au Canada. L'information vient de tomber. Le duc et la duchesse de Sussex vivront une partie de l'année au Canada. Nous venons de l'apprendre. C'était quelque chose de jamais vu et ça a profondément choqué l'opinion publique et bon nombre de Britanniques. Bien que parfaitement au courant du mal-être du couple princier, Buckingham ne fait rien pour trouver une solution. Une erreur d'appréciation qui aura des conséquences dramatiques et inattendues. Le palais royal, les conseillers, la reine, le prince Charles, William savent qu'il y a plus que de l'eau dans le gaz. Mais jamais ils ne s'imaginent que les choses vont aller si vite. Si le silence est la règle absolue en cas de crise à Buckingham, Harry espérait qu'il bénéficierait d'un traitement de faveur. Mais rien ne se passe, alors le prince choisit de prendre la parole, du jamais vu dans l'histoire de Buckingham. Après plusieurs mois de réflexion et de discussion, nous avons décidé d'effectuer un changement cette année. Nous souhaitons nous retirer de nos fonctions de membres seniors de la famille royale. Normalement, on doit prévenir la reine, ensuite la reine prévient le prince Charles, ensuite on prévient William, ensuite on se réunit et on en parle et on trouve une solution et ensuite on fait une annonce. On se dit tous, pourquoi Harry n'a pas allé voir sa grand-mère, n'a pas appelé sa grand-mère et de dire « Écoutez grand-mère, c'est très difficile, j'ai besoin de vous voir pour parler ». Non, on prend un agenda quand on a rendez-vous avec la reine, même quand on est son petit-fils. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette famille, c'est pas une famille comme tout le monde. La famille royale a ses codes, ses règles centenaires inamovibles, et déranger la reine pour partager ses états d'âme n'en fait absolument pas partie. Les états d'âme de Meghan et Harry, la reine a dit oui, écoutez, on verra ça plus tard, fais-nous un mail. Et puis surtout, elle a demandé à ses assistantes de traiter le dossier. Pour le prince Harry, c'est bien la preuve que sa personnalité est incompatible avec le fonctionnement de la couronne. En colère et déterminé, il veut obtenir sa liberté le plus vite possible. Tout ça, c'est fait à l'envers. L'annonce et puis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Harry veut de l'indépendance. C'est une vie horrible. Prince et princesse d'Angleterre, c'est 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute la vie. Le tremblement de terre est planétaire, la presse britannique se déchaîne comme rarement. La reine est furieuse. Il veut sa liberté, je vais lui apprendre le prix de la liberté à Harry. En référence au Brexit, les journaux anglais inventent dans la foulée le concept de Mexit pour expliquer la sortie du couple princier d'Angleterre. Une sortie dont la grande instigatrice ne peut être que Meghan Markle. Entre la duchesse de Sussex et les Anglais, la love story est définitivement terminée. Tout ça, ça n'a pas plu aux gens. Et donc très vite, l'amour que les gens portaient pour Meghan et les espoirs de voir Meghan et Harry comme un couple parfait ont tourné au vinaigre. L'opinion britannique a choisi son camp. C'est bien sous l'influence désastreuse de Meghan Markle que le prince Harry a pris une décision catastrophique. Dans le couple, c'était forcément Meghan la méchante. Elle passe pour une espèce de maîtresse femme et du coup, elle émascule un peu Harry quelque part. Je trouve ça très basiquement misogyne. C'est-à-dire que je pense que les hommes sont grands, les hommes ne sont pas des enfants attardés qui se laissent mener par le bout du nez ou d'une autre partie de leur anatomie par leurs femmes. Et je crois au contraire que les décisions se prennent à deux et que Harry n'est pas complètement sous la coupe d'une espèce d'horrible perverse narcissique à qui on reproche à peu près tout et n'importe quoi. En août 2020, 8 mois après le départ d'Harry et Meghan, le livre Harry et Meghan, libre, démonte la version adoptée par l'opinion publique. Dans cette affaire, Meghan aurait simplement servi de détonateur.
Là où le livre est une bombe, c'est que ce livre révèle qu'en vérité, Harry se serait servi de Meghan pour foutre un coup de pied dans cette famille royale et lui-même s'en extirper. Je pense qu'elle a réveillé chez lui un désir profond de se libérer de ce carcan-là et de mener sa vie comme il a envie. Et le scoop, c'est que le Mexique n'a jamais existé. C'est une légende, c'est un fantasme. Ce n'est pas Meghan, l'instigatrice de la désertion. Ce serait donc Harry l'indomptable qui aurait choisi de s'exiler et de renoncer à toutes ses fonctions dans la famille royale. Partir était bien le seul moyen d'échapper à ce cadre familial décidément trop pesant. L'amour et la rencontre avec Meghan, ça lui a enfin donné le courage, lui qui a toujours tellement râlé sur les lourdeurs du protocole, sur tout ce que cette famille lui imposait, etc. Cette rencontre avec Meghan lui a donné enfin l'occasion, l'opportunité d'en sortir. À l'annonce des fiançailles d'Harry et Meghan en 2017, personne ne pouvait imaginer que 4 ans plus tard, le couple serait l'élément déclencheur d'une crise sans précédent pour la couronne britannique. Tout avait démarré comme dans la plus efficace des comédies romantiques. « 19 mai 2018. 3 milliards de spectateurs assistent à l'union entre le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle. Ce mariage est une révolution. Par amour pour son petit-fils, la reine a accepté une cérémonie hollywoodienne, bien éloignée des traditions de la famille royale. Harry et Meghan, c'était le vent de modernité qui soufflait enfin sur la monarchie. Ça avait l'air d'être vraiment un mariage parfait, comme dans un conte de fées qui était vu par de milliards de personnes à travers le monde. La vitrine est parfaite. La planète entière partage le bonheur du couple, mais en coulisses, un divorce sanglant entre Meghan Markle et l'Angleterre est déjà bien engagé. Meghan a suscité toutes les passions et toutes les détestations. D'abord parce que c'est une roturière divorcée qui arrive dans une famille royale. La malheureuse Meghan, elle en a pris plein la figure. L'agressivité, c'était extrêmement violent. On est vraiment dans une traque à l'homme. Là, l'étable 8 par rapport à Meghan et Harry, on est passé dans la traque à l'homme. Harry voit sa femme à terre, au bord du burn-out. La presse ne la lâche pas. En mai 2019, lors de la naissance d'Archie, un animateur radio dérape en comparant le bébé à un singe. Un animateur a été licencié suite à un tweet controversé à propos du bébé royal. Danny Baker a posté une photo montrant un couple tenant par la main un chimpanzé avec en description « Le bébé royal quitte l'hôpital ». Cette attaque est celle de trop. Harry sort de ses gonds. Mon épouse est devenue l'une des dernières victimes d'un tabloïd britannique qui mène des campagnes ciblées sans se soucier des conséquences. Ma peur la plus profonde est que l'histoire se répète. J'ai perdu ma mère et je vois maintenant ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes. Si Elisabeth II n'intervient pas, elle observe une situation délétère. Les attaques incessantes des tabloïds fragilisent la couronne. Alors, la reine prend une décision radicale. Elle envoie Meghan et Harry loin de Londres pendant 6 semaines. Cap sur le Canada puis l'Afrique pour être ambassadeurs du Commonwealth auprès de la jeunesse. Elisabeth II décide d'envoyer Harry et Meghan en Afrique. Lorsqu'elle le fait, c'est de bons sentiments, en se disant ils ont besoin de se reposer, ça va faire du bien à tout le monde, et la tension incroyable va retomber. Eh bien, pas du tout. Nouveau coup de théâtre, on est chez les Windsor, on continue, ça ne s'arrête jamais, show must go on. Suivi par une équipe de télé dans son périple, le couple accorde une interview dans laquelle il confirme toutes les rumeurs relayées par les tabloïds. Harry ne fait plus mystère des tensions avec son frère et Meghan affiche au grand jour sa détresse. Peu de gens ont pris le temps de me demander comment j'allais. C'est une chose très réelle que je suis obligée de vivre, en coulisses. Il y a une forme d'indécence, effectivement, dans la fameuse interview qui a fait tellement de bruit. On a Meghan, avec ce petit air à la Diana, qui dit « Merci de me demander comment je vais ». Ce hiatus dans la perception, je pense, de Meghan et Harry, c'est-à-dire qu'ils sont très centrés sur leur douleur, sur leurs difficultés, et ils n'arrivent pas complètement à voir qu'elles sont mais absolument disproportionnées. 6 semaines après cette interview, nouveau coup de théâtre. À la stupéfaction générale, Harry et Meghan annoncent qu'ils quittent l'Angleterre pour aller vivre à l'étranger. Elisabeth II fulmine,
Elle convoque séance tenante Charles, William et Harry pour une réunion de crise. Réunion à laquelle Meghan Markle n'est pas invitée. La boucle est bouclée. On est vraiment sur une convocation sur attention, je vais remettre les choses à plat. Il était inenvisageable qu'elle les laisse faire les choses comme il l'avait décidé, totalement à 100%. Vous voulez votre liberté désormais, vous l'avez, mais vous ne ferez plus partie officiellement de la famille royale. Vous voulez partir, vous pouvez partir. Je vais vous laisser la porte ouverte, mais vous rendez votre titre, votre Altesse royale. Vous n'aurez plus le droit de l'utiliser. Oui, ok, on comprend, vous pouvez partir, mais on va pas vous laisser partir avec le beurre et l'enrobé du beurre. Dans son communiqué, la reine a pesé chaque mot. Elle explique comprendre le désir de liberté qui anime Harry et Meghan, une manière habile de dissimuler le plus grand scandale auquel la monarchie est confrontée depuis les années 30. Au cœur de cette tempête, le prince Harry affronte le deuxième plus grand drame de sa vie de trentenaire. Il a déjà perdu sa mère, il perd désormais son pays. Le cauchemar continue. Officiellement installés à Hollywood, tout en affichant clairement leur divorce de la couronne britannique, le prince Harry et Meghan Markle se retrouvent maintenant face à un défi vertigineux: exister sans leur statut privilégié de couple princier, tout en maintenant leur train de vie. On le sait, à Hollywood, pour durer, il faut aussi savoir donner. De la même manière que la reine d'Angleterre a toujours dit « je dois être vue pour être crue, pour qu'on croie en moi », il va arriver exactement la même chose à Harry et Meghan. Il serait totalement illusoire d'imaginer que leur capital sympathie va être arrêté à cet instant T et va pouvoir durer pendant des décennies derrière. Non, il va leur falloir prouver qu'ils savent faire des choses, qu'ils savent rester dans l'actualité, et puis donc qu'ils mènent véritablement à bien tous les grands projets qu'ils ont annoncés avec leur fondation. Pour rester influent et faire parler de lui, le couple doit impérativement se montrer. Alors Harry et Meghan multiplient les déclarations, souvent depuis leur salon. Crise sanitaire oblige. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Coucou, comment allez-vous? Vouloir l'unité et la reconnaissance de l'égalité pour tous. C'est un projet, un but exaltant. Surtout, continuez, ne lâchez rien. Merci. Ne lâchez rien. Bye bye. Portez-vous bien, merci à tous, au revoir. De l'autre côté de l'Atlantique, la famille royale, plus particulièrement la reine, est aussi très active médiatiquement. La reine a toujours accompagné son époque. Rappelons-nous, en 1953, elle exige que son sacre et son couronnement soient télévisés. C'est une révolution pour l'époque, Churchill était contre. Comme ça, la reine est entrée dans des millions de foyers. Elle est devenue, Élisabeth II, une reine de l'image, elle l'est toujours. Élisabeth II s'est familiarisée avec les réseaux sociaux. Derrière son écran d'ordinateur, elle dialogue avec ses sujets, exercice indispensable pour montrer qu'elle sait vivre avec son époque. Il y a un contrat entre la monarchie britannique et le peuple britannique, et quels que soient les leaders politiques, et quelles que soient les opinions politiques, la reine n'a pas à avoir d'opinion politique, mais elle a un lien direct avec le peuple pour lui dire il y a une cohésion nationale, et j'en suis le symbole. Et c'est quelque chose qui n'a pas été rompu. Vous savez, la reine est une professionnelle, il faudrait quand même que Meghan le sache, même si Meghan est comédienne. Elle a face à elle Élisabeth II, qui en est à son 17e Premier ministre, et 70 ans sur le trône au moins, on a vu du monde. Donc ça n'impressionne pas Élisabeth II. Dans cette bataille de l'image, Buckingham Palace sait que l'histoire millénaire de la couronne lui assure une légitimité difficilement contestable. Côté Harry et Meghan, c'est au jour le jour qu'il faut construire leur légitimité, avec comme modèle celle qui est devenue un mythe planétaire et que personne n'a oublié. Je pense qu'une des façons que Meghan Markle utilise pour avoir Harry toujours à son côté, c'est d'évoquer cette possibilité que ça pourrait lui arriver aussi, ce qui est arrivé à sa mère, parce que Harry était traumatisé par le décès de sa mère. On voit dans l'interview qu'elle modèle son style de réponse à Oprah Winfrey exactement comme Diana lors de la fameuse interview de 1995 avec Martin Bashir. C'est-à-dire elle a des grands yeux cernés de noir, elle hésite, elle a des trémolos dans la voix un tout petit peu, elle est au bord des larmes. Et on se rappelle de l'interview où Diana a révélé qu'elle avait fait des tentatives de suicide, que personne ne s'était occupé d'elle, qu'on ne l'avait pas soutenue, dans les mêmes termes et avec la même gestuelle.
Et je ne peux pas imaginer que ce soit entièrement par hasard. Et je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas visionné l'interview de Diana, et même plusieurs fois, pour voir un peu comment ça se faisait. À la différence de l'Europe, où cette interview a été considérée comme un peu cynique, des pleurnicheurs, des gens qui se plaignent de racisme alors qu'il n'y en a pas, eh bien, du côté américain, ça a décuplé la popularité pour le couple. Tous les Américains maintenant connaissent ce couple hyper bankable et ont pris fait et cause pour le couple contre la famille royale. Une popularité qui pourrait bien servir de marchepied aux ambitions politiques à peine voilées de Meghan Markle. Elle compte déjà des alliés de poids qui n'ont pas hésité à lui montrer tout leur soutien. Le racisme est un obstacle social dans notre monde pour les gens de couleur. Alors, ça n'a pas été une grande surprise de l'entendre exprimer son sentiment sur le racisme ou de les voir prendre position. J'ai trouvé que la cruauté dont on a fait preuve envers Meghan est tout simplement scandaleuse. La jeune génération, et particulièrement les jeunes femmes, ne devraient pas avoir à entrer dans un moule, à se conformer à des codes qui n'ont plus rien de pertinent, que cela soit pour nous ou pour la société tout entière. Meghan Markle en politique, c'est pas du tout de la fantaisie. Meghan Markle, elle a tout pour réussir en politique. D'abord, elle est archi connue. Et pour être présidente des États-Unis, il faut être connu de la Californie à l'État de New York en passant par le Dakota. Il faut avoir de l'argent, elle en a. Et puis il faut avoir des idées. Or, on sait que Meghan Markle, elle a beaucoup d'idées sur beaucoup de choses. Le droit des femmes, l'écologie, c'est aussi des idées qui sont très à la mode. Elle a des réseaux. Et elle soigne ces réseaux, notamment chez les démocrates. Donc on peut penser bien qu'elle a tout pour faire de la politique. Dernière chose, ça s'est déjà fait. Il y a déjà eu un président comédien, acteur à Hollywood. C'était Ronald Reagan en 1980. Et également un gouverneur d'État, célèbre acteur, Schwarzenegger. Elle vise la présidence des États-Unis. La manière normale de faire ça, c'est qu'elle se présenterait d'abord au Congrès, mais j'ai l'impression qu'elle veut sauter les étapes. Et là aussi, elle a besoin de cette légitimité qui consiste à dire « Voyez, je suis une femme noire qu'on a maltraitée, humiliée et à laquelle on a manifesté du racisme. » Et je pense qu'il y a une partie, elle le croit, mais je pense qu'il y a un levier qui amplifie considérablement ce qui lui est arrivé parce qu'elle a parfaitement bien compris que c'était un positionnement idéal dans le nouveau Parti démocrate. Maintenant marié à une femme qui ne cache pas ses grandes ambitions, le prince Harry va devoir très vite écrire son histoire personnelle après 30 ans passés sous l'autorité de la couronne. Pour le moment, le couple semble exister dans un déséquilibre de plus en plus visible. Il est hors de son milieu personnel, il est aux États-Unis, il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais vécu à Hollywood, il n'a jamais vécu aux États-Unis, il a été assez protégé à beaucoup de points de vue, et donc il se trouve perdu sur une planète étrangère. Et ça renforce considérablement l'influence que sa femme a, il a énormément confiance en elle, il en arrive à faire ce qui a été vraiment une sorte d'attaque nucléaire contre l'institution de la monarchie britannique, sans tout à fait se rendre compte des conséquences. Prince Harry n'a jamais été à l'aise face aux caméras, mais là c'était vraiment particulièrement marqué. Tout ce qu'on appelle le body language, la façon dont il se tient, tout ça ne fait qu'exprimer son malaise immense, énorme. S'il pouvait se cacher derrière Meghan, il le ferait. Et d'ailleurs, toute l'interview, c'est l'interview de Meghan. Harry n'arrive que sur la dernière partie de l'interview, un peu comme une pièce rapportée. Il n'est qu'un décor. Et son identité, c'était de servir le peuple britannique. Il a renoncé à ce qui lui était le plus cher, à savoir ses liens avec l'armée, puisque l'armée l'a sauvé dans ses moments d'errance après l'adolescence. C'est vraiment là qu'il a trouvé le sens de sa vie. Il a perdu une grande partie de la relation avec sa famille. Il a quitté son pays, auquel il était extraordinairement attaché. Donc Harry doit se réinventer du tout au tout. Donc c'est lui qui a le plus à souffrir de cette situation. Une nouvelle vie qui commencera sans doute avec un premier job. À 36 ans, Harry débute sa carrière professionnelle au sein d'une start-up de la Silicon Valley. BetterUp est spécialisée dans le coaching personnel et la santé mentale. Elle a choisi le prince pour être son visage et son porte-parole. Le coaching offre des possibilités infinies de développement personnel, de prise de conscience et d'amélioration de la vie en général. J'ai l'intention d'aider à créer un impact dans la vie des gens. L'annonce de ce job tombe on ne peut mieux. En Californie, loin de sa famille, de ses repères, pour l'instant privé d'une réconciliation possible avec la couronne,
Harry joue très gros. Je pense que le prince Harry est résolument amoureux de Meghan Markle. Amoureux fou, amoureux aveugle peut-être aussi. Et de son côté, Meghan, elle aussi, a certainement dû tomber amoureuse de lui, mais elle n'était pas prête à tous les renoncements. Je pense que ce qu'il ne souhaitait pas en revanche, c'était se retrouver aujourd'hui isolé, loin de sa famille, dans un pays étranger, loin de ses amis, et dans malheureusement une ambiance familiale qui aujourd'hui est absolument délétère. Un climat qui n'est pas près de s'apaiser. Un livre à charge contre Meghan Markle et une biographie du prince Charles sont annoncés. Quant à l'interview donnée à Oprah Winfrey, elle n'a pas été diffusée dans son intégralité. La famille royale, déjà ébranlée par la récente mort du prince Philippe, le mari de la reine, n'est donc peut-être pas au bout de ses peines. Oui, il y a beaucoup d'extraits qui restent à diffuser. Il semble que c'est la moitié du vrai interview qui est passé à l'antenne. Donc il y a peut-être encore des révélations, il y a peut-être encore des accusations contre la famille royale dont on n'est pas au courant. Je crois franchement que si l'histoire entre Harry et Meghan devait tourner au vinaigre, s'il devait y avoir séparation, s'il devait y avoir divorce, les Anglais ouvriront toujours leur cœur à Harry, qu'ils ont adoré, qu'ils ont vu grandir depuis sa plus tendre enfance. La presse misait fort sur un retour d'Harry et Meghan au mois de juillet 2021 pour le 60e anniversaire de la princesse Diana. À l'occasion de cet anniversaire, on sait que depuis 3 ans, les frères font réaliser une sculpture qui va représenter leur mère et qui sera dans les jardins de Kensington, qui était le lieu de résidence de feu la princesse de Galles. Maintenant, la presse se pose la question de savoir si le prince Harry reviendra et ne parle plus, en tout cas du tout, de la présence de Meghan Markle. Il semble d'ores et déjà acté que Meghan Markle n'est absolument plus la bienvenue sur le territoire de sa gracieuse majesté. Donc cette interview, cet entretien qui était fait entre Harry et Meghan et Oprah Winfrey, c'était juste une petite mise en scène pour faire parler d'eux, pour faire couler de l'encre, pour faire la une de la presse tabloïde. On a vu le premier épisode et maintenant on attend la suite. On attend la réaction de Buckingham Palace, on attend la suite de l'interview, on attend la suite de la vie de Harry et Meghan, on attend la suite de ce querelle entre William et Harry, on attend la suite pour savoir si Charles sera roi ou pas un jour. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Donc, on est tous en attente de futures révélations. C'est un peu comme si on regardait The Crown à la télévision, mais là on le regarde en vrai. Au cours de son histoire millénaire, la couronne britannique aura traversé toutes les tempêtes. Guerre, crise économique et scandales de mœurs n'ont jamais réussi à ébranler durablement l'institution. Pourtant, aujourd'hui, les Windsor offrent le visage d'une famille déchirée, un tournant dans l'histoire de l'Angleterre. Refermer cette blessure pourrait être l'ultime défi de la reine Elisabeth II. Un défi gigantesque qu'elle devra relever seule, privée à jamais du soutien indéfectible de son mari, le prince Philippe.